Et puis l'autre chose qui est la question de l'adéquation de la collection au lieu qui l'accueille, ou du lieu choisi pour la collection. Et ces deux points qui sont évidemment très importants dans votre communication et dans votre article sur le goût pour l'art islamique. Vous l'étudiez à partir d'un exemple qui se trouve au Caire dans les années 1860 et vous montrez en fait comment l'objet de haute curiosité arabe ou orientale, ce que nous appelons aujourd'hui les arts de l'islam, eh bien, d'abord c'est un objet de vitrine. C'est un point qui est très important, hein, ça va être très important chez les Rothschild par exemple. Et puis, en fait, vous montrez quelque chose qui est intéressant du point de vue vraiment de l'idée même de collection. C'est que l'objet, il peut être collecté encore plus que collectionné, en quelque sorte, parce qu'il peut être pris, saisi, on peut se l'approprier, en fait, pour le réemployer, pour le remonter, pour en faire un élément d'une architecture nouvelle qui devra avoir l'air d'une architecture ancienne. D'une façon, j'allais dire, d'intégrer dans l'édifice la collection qui n'est pas quelque chose... Alors, c'est pas la démarche tout à fait de Duchamp, c'est pas si loin, mais c'est pas la démarche de Duchamp. Mais moi, j'aurais bien aimé vous entendre là-dessus, parce que je me suis demandé si, au fond, on ne demandait pas à l'architecture d'harmoniser de la collection. Oui, ça serait une très belle définition. Non, mais moi je pense quand même que ça a à voir avec, ça a quand même à voir avec l'uni et le fait. Donc l'exemple dont vous parlez, c'est la maison musée d'Ambroise Baudry au Caire, petit frère du peintre Paul Baudry, et Paul Baudry, donc le grand frère, quand il vient visiter son petit frère au Caire, voit cette maison et s'exclame, c'est un cluny arabe. Ah, pas mal. Donc ça, d'abord, ça, je n'aurais pas pu l'inventer moi-même. Ça, c'est quand même la magie des sources. Hein, quand on en a, c'est extraordinaire. Et donc, le fait que pour Paul Baudry, à l'évidence, cette maison, je veux dire, effectivement, faite de remploi et de copies et de pastiches, soit considérée comme un cluny arabe, montre bien quand même qu'il il me semble qu'il y a une force très importante. Alors, pas de Edmond Duchamp, mais du précédent. C'est du lieu, de la maison musée, en fait, où on essaye de restituer quelque chose. Alors, au Caire, c'est plus facile, en fait, encore que non, c'est exactement la même chose qu'à Paris, où on démolit énormément, où il y a des gens qui récupèrent, découpent en petits morceaux, remontent. Donc, c'est des salles entières, mais c'est aussi, dans le cas du Caire, tous ces petits morceaux de marqueterie, en fait, je veux dire, qui permettent de faire des meubles, qui permettent de refaire des plafonds, qui permettent de refaire toutes sortes de choses. Donc, aussi. Oui, non, les meubles d'Alexandre sont remontés à partir. Oui, et puis après, je veux dire, c'est un de mes collègues a étudié ça, on parle des meubles à la clunisienne. Voilà. La technique à la clunisienne qui est plus tardive, qui consiste à prendre un fauteuil ancien, le couper en deux pour en faire un sofa, parce qu'au milieu, enfin voilà. Donc, alors on peut évidemment crier au sacrilège en se disant mais c'est horrible ce qu'on fait à ces choses-là. Mais de fait, en tout cas dans le cas du Caire, si ces collectionneurs n'avaient pas remployé des pièces entières, il n'y a pas que la maison d'Ambroise Baudry, il y a aussi ce qui est la chancellerie, enfin qui sert aujourd'hui de vestibule à la chancellerie de l'ambassade de France au Caire. Si ces choses-là n'avaient pas été rachetées et remontées, elles auraient disparu, elles auraient été brûlées. Il faut absolument réfléchir sur le rôle du vandalisme dans la conservation. C'est un point terrible. C'est très vrai, par exemple, pour les manuscrits enluminés. Vous avez un magnifique manuscrit enluminé à Dresde, pour le bon. On en coupe une page parce qu'on est un voleur, un vandale, un horrible bonhomme. On la vend à Paris, elle rentre au Louvre. Bombardement de Dresde, plus de manuscrits. Tout ce qui reste, c'est ce qui a été vandalisé. Bon. Le rôle des collectionneurs dans le vandalisme est assez étrange et assez paradoxal. Sauf que là, c'est pas du vandalisme. Là, c'est pas du vandalisme au Caire, c'est des... Le vandalisme est en amont, c'est de la destruction et fait par d'autres.
La destruction prédate depuis de très longue date. Donc, je veux dire, il y a énormément de décomptes. C'est une ville de décompte, c'est une ville en ruine. Et l'administration qui s'occupe des biens culturels en particulier organise en permanence des ventes aux enchères. C'est exactement comme à Paris. Je veux dire, où on peut se procurer des éléments anciens qui ont été récupérés dans des décombres. Oui, et c'est ça que... Mais l'existence d'un marché fait que c'est incitatif. Oui, ou à l'inverse, enfin oui, c'est la poule et l'œuf, je sais Oui, pas. Bon, alors on peut dire que les Français, s'ils n'avaient pas détruit la moitié du Caire en 1798, peut-être, mais je veux dire non, c'est des villes en ruine, c'est des villes où la ruine est très importante. Donc, est-ce que mes kérotes, mes propriétaires kérotes font du vandalisme? Je ne sais pas, moi je ne dirais pas qu'ils font du... Je sais pas, je dirais pas, ils recyclent. Hein. Aujourd'hui, on considère, enfin, je veux dire, avec toute la question du développement comment on dit, durable, on considère que le fait que des objets puissent avoir plusieurs vies est au contraire plutôt une bonne idée. Une bonne idée, donc, une bonne idée. Et une bonne idée qui trouve sa place assez tôt finalement dans les expositions universelles. Absolument. Voilà. Et c'était frappé de voir vraiment où on va aussi retrouver je crois, les fleurs de la collection des fleurs du Puy. Bon.